Bonjour et bienvenue dans Xenius. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes à Werder an der Havel dans le joli land du Brandebourg. Le thème d'aujourd'hui aurait pu nous conduire n'importe où sur la planète car il concerne des personnes du monde entier. Nous allons en effet vous parler d'épilepsie. Paula Gruning va également nous accompagner tout au long de l'émission. Merci de nous faire partager ton expérience avec l'épilepsie. Bienvenue. Je vois que tu as apporté du renfort. Félicitations. Merci beaucoup. L'épilepsie est une sorte d'orage qui ne vient pas du ciel, mais de la tête, ou plus précisément du cerveau. Mais cette maladie reste encore une énigme pour les chercheurs. Alors pour tenter de percer ce mystère scientifique, nous allons d'abord essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des épileptiques. C'est comme une décharge électrique dans le cerveau. L'épilepsie est la maladie neurologique la plus répandue en Europe. Environ 1 personne sur 20 est victime d'une crise convulsive au moins une fois dans sa vie. Un diagnostic d'épilepsie ne peut être établi qu'en cas de crise convulsive répétée. Les personnes les plus touchées sont les jeunes enfants et les adultes âgés de plus de 60 ans. Dans notre cerveau, les neurones transmettent des informations sous forme de signaux électriques. Lors d'une crise d'épilepsie, un grand nombre de ces neurones sont activés en même temps. Des chercheurs de centres spécialisés situés à Strasbourg et à Kilchkork en Allemagne travaillent main dans la main pour tenter de trouver l'origine de ce phénomène mystérieux. Au centre de recherche de Kilchkork, une équipe de médecins observe pendant plusieurs jours des patients épileptiques soumis à un électroencéphalogramme. Parmi eux, Tobias Fricke. Les électrodes placées sur sa tête enregistrent son activité cérébrale. Une caméra dirigée droit sur lui permet aussi aux médecins d'observer ses réactions. Je fais de grosses crises d'épilepsie depuis l'âge de 17 ans environ. La première fois que ça m'est arrivé, j'accompagnais mon père en voyage d'affaires aux États-Unis. Et depuis, je suis sous traitement médicamenteux. Cette maladie est un vrai calvaire, mais il faut apprendre à vivre avec. Tobias est sur le point de faire une nouvelle crise d'épilepsie. En général, il sent alors monter en lui une sensation désagréable, un signal symptôme appelé aura. Les médecins observent attentivement les impressionnantes décharges électriques générées par son cerveau. Malgré les apparences, Tobias est en pleine crise épileptique. Une infirmière teste sa réactivité. Ouvrez la bouche. Tirez la langue. Ok, merci. Levez les bras. Frappez dans vos mains. Dites-moi votre prénom. Cette crise de faible intensité survenant dans une zone localisée du cerveau est déjà impressionnante, mais Tobias reste conscient. Avez-vous eu une sensation désagréable de remontée acide accompagnée d'un mauvais goût dans la bouche? Non, je n'ai pas eu de renvoi. C'était plutôt comme si l'aura elle-même provenait de l'estomac. Je n'ai plus les idées très claires. Ok, très bien. Une crise d'épilepsie n'endommage pas définitivement les neurones du cortex cérébral. Ceux-ci se rétablissent progressivement. Une crise peut se traduire de plusieurs façons. L'électroencéphalogramme de Tobias révèle que seuls les neurones de la zone droite de son cerveau ont été touchés. Mais dans certains cas, l'attaque peut s'étendre à l'ensemble du cerveau. On parle alors d'une crise généralisée clonico-tonique ou de grand mal. Lors de ce type d'attaque, la victime déglutit bruyamment et son regard est perdu dans le vague. En règle générale, elle finit par perdre connaissance et souffre parfois d'incontinence. Son visage devient bleuâtre, ses membres se raidissent et commencent à trembler. Le malade a également tendance à saliver de façon excessive. La durée d'une crise d'épilepsie varie de 30 secondes à plusieurs minutes. Totalement épuisé, le malade n'en garde souvent aucun souvenir. Des médicaments contre l'hyperexcitabilité neuronale sont censés réduire la fréquence des crises. Mais comme il existe plusieurs formes d'épilepsie, il est difficile de trouver un seul traitement approprié. Une prise régulière de médicaments est indispensable. Et même si les traitements permettent de réduire les crises, ils ont souvent des effets secondaires sur les patients. Des tests sanguins permettent de contrôler la concentration de certains antiépileptiques administrés aux malades. Chaque traitement peut aider à déterminer les causes de la maladie.
Tumeurs, infections, cicatrisation cérébrale, accidents vasculaires et séquelles d'un traumatisme peuvent être à l'origine d'une crise d'épilepsie. À l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg, les chercheurs examinent des IRM cérébrales de patients afin de leur trouver un traitement approprié. Mais les chances d'une guérison totale sont très minces. On verra ça avec la famille plus tard. Les deux extrêmes, c'est des épilepsies qui vont quelquefois guérir toutes seules. Et en fait, chez certains enfants, on est capable de dire, dès le début, après l'âge de 15 ans, il n'aura plus de problème. Et ça a été un énorme progrès. L'autre extrême, c'est des épilepsies où il peut avoir une cicatrice et on sait que ça ne guérira jamais, que si on ne fait rien, ça peut mettre en danger la vie du patient, dans certains cas même. Et est-ce qu'on doit opérer, surtout sans faire plus de dégâts que la maladie? Le nombre de patients opérables est très restreint. La zone du cerveau touchée doit être clairement délimitée et ne doit en aucun cas être associée à des fonctions vitales de l'organisme. Ici, à Strasbourg, l'équipe médicale est spécialisée dans ce type d'opération. Celles-ci permettent à environ 3 patients sur 4 de soigner leur épilepsie. Parmi les chanceux, Ralf Kferer qui s'est fait opérer il y a 10 jours. Aujourd'hui, il se rend de l'autre côté de la frontière, au centre de recherche de Kilcork, dans le cadre d'un suivi post-opératoire. Je crois que si on m'avait donné une voiture 1 heure avant l'opération, j'aurais déguerpi à toute vitesse. Non, honnêtement, quand je me suis réveillé, je me suis vraiment senti soulagé. L'opération a été un succès. Depuis, Ralf n'a plus refait de crise d'épilepsie. Malheureusement, de nombreux patients n'ont pas cette chance. Mais chaque cas étudié fait avancer la science et redonne de l'espoir. Paula, tu nous as gentiment invités dans ton appartement pour nous parler de ton expérience personnelle. Dans quelles circonstances t'a-t-on diagnostiqué une épilepsie ? Je commençais à faire carrière en tant que photographe. Et puis pendant 6 mois environ, j'ai eu des trous de mémoire à répétition. À un moment, j'ai même cru que je perdais la raison. Et puis, tout est allé très vite. J'ai fait une série de crises d'épilepsie et même 1 ou 2 états de mal épileptique qui se sont avérés très dangereux pour ma santé. C'est quoi un état de mal épileptique? C'est une crise plus intense que les autres ou la succession de plusieurs crises qui ne s'arrêtent pas d'elles-mêmes. Il faut prendre des médicaments spécifiques pour stopper cet état de mal. Tu suis donc un traitement particulier? Je prends des médicaments depuis cette crise-là, justement, plusieurs fois par jour. Depuis qu'on t'a diagnostiqué une épilepsie, qu'est-ce que cela a changé concrètement dans ta vie? J'ai séjourné pendant 9 mois, voire 1 an, dans divers hôpitaux et ça m'a paru une éternité. Je n'avais plus d'appartement, plus de travail, j'ai été radiée de l'université. Quand j'ai finalement décidé de reprendre ma vie en main, ça m'a coûté énormément d'énergie, mais ça en a valu la peine. En janvier 2011, je suis montée dans un avion et j'ai fait le tour du monde. Waouh, quel courage! Toute seule? Non, avec des amis avec lesquels je me sentais en sécurité. Je préviens toujours les personnes qui m'accompagnent lors d'un long voyage. Je leur explique comment agir en cas de crise. Comme ça leur permet de ne pas être pris au dépourvu au moment fatidique. Imaginons que Pierre ait une attaque. Que dois-je faire en premier? Tombe de la chaise? Je m'écroule, ok? Comme ça, plus ou moins? Exactement. Ce qu'il faut faire en priorité, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on peut faire pour le moment, c'est de l'éloigner de tous les objets avec lesquels il serait susceptible de se blesser. Il pourrait par exemple se cogner contre le mur. Il faut tout sécuriser alors. Oui, exactement. Je serais sûrement en train de gesticuler. Oui, tu aurais forcément des spasmes. Ok, alors je gesticule. Nous devons aussi nous-mêmes faire très attention car il pourrait nous blesser en nous donnant un coup. Ensuite, tu ne dois pas prendre froid car ton corps est complètement épuisé. La plupart des gens croient à tort qu'il faut introduire un bout de bois dans la bouche de la victime. Par peur que la personne ne se morde la langue?
De toute façon, il serait impossible de lui ouvrir la bouche car sa mâchoire serait totalement crispée. Comme vous le voyez, nous nous posons un tas de questions sur l'épilepsie. Autrefois, on ne voulait pas seulement savoir ce qu'on pouvait faire contre, mais aussi d'où cette maladie provenait, car tout le monde l'ignorait et en avait peur. D'ailleurs, de nombreux personnages illustres en ont aussi été victimes. César, Napoléon, Van Gogh, tous ces grands noms de l'art et de l'histoire ont souffert d'épilepsie, la maladie aux 1000 noms. Des appellations loin d'être enchanteresses. Souffrance démoniaque, châtiment du Christ. On dit aussi des épileptiques qu'ils tombent du haut mal. L'épilepsie fait partie des plus anciennes maladies de l'histoire de l'humanité. Dans l'Égypte ancienne, épilepsie se disait Nesejet. Les hiéroglyphes qui la désignaient comprenaient un cobra qui symbolisait une puissance divine et un homme armé d'un bâton qui représentait le danger. Le plus ancien ouvrage évoquant l'épilepsie a été rédigé en écriture cunéiforme. Des rapports sur l'épilepsie existent depuis des millénaires. À Kilcork, l'épileptologue Hans-Jörg Schneeble a rassemblé dans un recueil les recherches sur l'épilepsie les plus importantes au monde. Pourquoi l'épilepsie est-elle autant connue de tous? Parce que les crises d'épilepsie sont tellement dramatiques, parfois même effrayantes, qu'elles ont toujours impressionné les humains au fil des siècles. Il ne s'agit pas d'une maladie qui touche uniquement le corps médical et les patients épileptiques, mais aussi l'humanité, la société tout entière. L'épilepsie a toujours fait partie de l'évolution de l'humanité. Dans l'Antiquité, les médecins grecs, dont Hippocrate, avaient déjà compris que l'origine de l'épilepsie était cérébrale. Mais ce savoir est tombé aux oubliettes pendant des millénaires, car on estimait qu'il valait mieux éviter de côtoyer cette maladie mystérieuse, surnaturelle et sacrée. Au Moyen-Âge, l'Église élabore sa propre théorie sur la maladie. L'épilepsie serait une punition contre le péché ou une possession du corps par le diable. Prière, exorcisation, soutien du ciel, tous les moyens sont bons pour chasser cette maladie démoniaque du corps des pécheurs. Dans les pays germanophones, le saint protecteur des épileptiques est Saint Valentin. En France, c'est Saint Jean qui veille sur eux, d'où le surnom de la maladie, mal de Saint Jean. Hildegard von Bingen, figure notoire du Moyen-Âge, s'est également intéressée à ce mal mystérieux. Cette guérisseuse allemande, victime d'hallucinations, de migraines et de crises d'épilepsie, prétendait avoir aussi des visions. Mais ce qui l'a surtout rendue célèbre, ce sont ses thérapies alternatives contre l'épilepsie sous forme de diète. Une méthode bien plus douce que le sort réservé alors aux épileptiques qui consistait à les ligoter, les ruer de coups ou leur faire supporter une grosse pierre sur la tête. Sans oublier les opérations à crâne ouvert qui conduisaient le plus souvent à leur mort. La plupart des anciens hospices et hôpitaux refusaient de prendre en charge les épileptiques. Les malades étaient alors envoyés dans des asiles. Certains se sont même retrouvés en prison ou dans un bagne pour être tenus à l'écart de la société. Ce n'est qu'au début du XVIIIe siècle qu'on élabore les premiers traitements thérapeutiques contre l'épilepsie. À Paris, une ancienne fabrique de salpêtre, une poudre à canon, est reconvertie en établissement hospitalier qui prendra le nom d'hôpital de la Salpêtrière. Un siècle plus tard, un grand nombre de substances chimiques sont testées sur les épileptiques. Parmi elles, le bromure de potassium, le premier anticonvulsivant. On en administre 40 grammes par jour aux patients. Le produit semble efficace, mais entraîne de sévères effets secondaires. Les malades se sentent comme anesthésiés. Au début du XXe siècle, un établissement spécialisé dans le traitement de l'épilepsie est fondé à Bethel, près de Bielefeld. Dans leur laboratoire, les médecins analysent les échantillons de sang et le métabolisme de chaque patient afin de leur élaborer un traitement personnalisé. En 1924, le psychiatre Hans Berger fait une découverte révolutionnaire. Grâce à un électroencéphalogramme, il est désormais possible de mesurer l'activité cérébrale d'un patient en pleine crise d'épilepsie. Mais sous le Troisième Reich, cette avancée scientifique va connaître une importante régression. Les nazis jugent les épileptiques indignes de vivre.
On ignore combien de malades épileptiques ont été euthanasiés, mais on estime qu'entre 15 000 et 20 000 d'entre eux en ont été victimes. 113 patients épileptiques issus du centre de soins de Kehlkirch ont ainsi été exterminés par les nazis. Mais le calvaire des malades épileptiques est loin d'être terminé. En effet, l'ancienne croyance moyenâgeuse qui prétendait que l'épilepsie était un signe de possession démoniaque va perdurer jusque dans les années 1970. Un cas extrême est relaté dans le film Requiem. Celui-ci raconte le parcours d'une femme épileptique considérée par l'Église comme possédée. Le film est tiré d'une histoire vraie. La jeune femme meurt finalement des suites d'une exorcisation qui tourne au drame. De nos jours, personne ne croirait à une telle hérésie. L'épilepsie est désormais reconnue comme une maladie qui peut être traitée. Quelle méthode effroyable! Cela montre à quel point les gens peuvent avoir peur de tout ce qui leur est inconnu. Raison de plus pour balayer tous ces préjugés avec toi, Paula. Je trouve ça vraiment très grave que la maladie neurologique la plus ancienne au monde soit aussi peu relayée par les médias, comme le sont le sida ou le cancer, par exemple. Nous ne sommes pas sur ton balcon par hasard devant ce magnifique meuble. Autrefois, tu étais photographe de mode et ta nouvelle passion aujourd'hui, c'est la restauration de vieux meubles. Ma passion d'autrefois, c'était la photo, parce que ça me plaisait de mettre en scène tout ce qui relevait de la perfection et de la beauté. Alors qu'aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de faire d'un vieux meuble délabré un objet sublime, afin qu'il recouvre la santé en quelque sorte. Tu arrives à gérer la manipulation de tous ces appareils malgré ton épilepsie? Bien sûr, qu'est-ce qui m'en empêche? Je dois faire ce qui est bon pour moi. Quand j'ai bien dormi et que j'arrive à trouver mon équilibre, je ne risque pas de faire de crise. Et tu dois faire d'autant plus attention à toi maintenant que tu attends un heureux événement. Exactement. À ce propos, comment ça se passe avec les médicaments que tu prends? Ils n'ont pas d'effets secondaires? Les femmes enceintes ont un volume sanguin plus important que la normale et un bouleversement hormonal qui entraîne une variation de la concentration de médicaments dans leur sang. Il a donc fallu adapter mon traitement. Pendant ma grossesse, j'ai malheureusement refait des crises. C'est pourquoi il faut faire très attention afin d'éviter une fausse couche ou un accouchement prématuré. Ce qui est bon à savoir, c'est que l'épilepsie n'est pas une maladie héréditaire. On peut avoir une prédisposition à l'épilepsie, mais ce n'est pas toujours le cas. L'épilepsie en elle-même n'est pas héréditaire. En ce qui me concerne, elle m'est tombée dessus à l'âge de 27 ans. Mais depuis, tout va bien. Tant mieux. Le bébé de Paula se développe bien. Mais quand on diagnostique une épilepsie chez un enfant, c'est toujours un choc pour les parents. Nous connaissons Paula, nous allons à présent faire la connaissance de Paul. Son histoire va nous montrer qu'aujourd'hui encore, il est très difficile de vivre avec cette maladie. Mais les chercheurs ne perdent pas espoir. Paul a 4 ans. Il y a 2 ans, son entourage était loin de s'imaginer qu'il pourrait jouer aussi simplement avec d'autres enfants. Paul est épileptique. Aujourd'hui, ses parents savent que les légers spasmes et sursauts qu'il présentait bébé étaient déjà des symptômes de la maladie. Nous avions remarqué qu'à l'âge de 6 mois environ, Paul était un bébé très craintif. On nous disait de ne pas nous inquiéter, que ça faisait partie de son caractère et que cela passerait avec le temps. Mais peu avant ses 1 an, mon instinct de mère me disait que quelque chose clochait chez mon fils. Quand il a eu sa première attaque, si j'ose dire, j'ai d'abord cru qu'il s'était évanoui. L'état de Paul se dégrade. Ses parents tiennent à savoir de quoi souffre leur enfant. Ils insistent pour que leur fils subisse un examen neurologique. Seule une grave crise d'épilepsie permet d'obtenir plus rapidement un rendez-vous chez le neurologue. Paul va de plus en plus mal, il n'arrête pas de tomber.
Un jour, Paul est tombé de la terrasse et a eu un gros hématome à la tête, une fracture du crâne et tous les désagréments qui vont avec. On a vécu un véritable calvaire à cette époque, parce que l'état de Paul empirait de jour en jour. Mais le côté positif dans tout ça, c'est que le médecin avait enfin vu de ses propres yeux que notre fils faisait des crises d'épilepsie. Après sa chute et son traumatisme crânien, Paul était dans un tel état que ses attaques ne faisaient qu'amplifier. Les résultats d'analyse révèlent que le petit garçon souffre d'une forme bénigne d'épilepsie qui disparaîtra avec l'âge. Paul reçoit alors un traitement médicamenteux, mais en dehors de le rendre agressif, celui-ci n'a aucun effet sur lui. L'enfant fait désormais une centaine de crises par jour. Notre fils n'arrêtait pas de tomber et de se cogner la tête. Nous avions peur qu'il en garde de graves séquelles. Nous avons aussi remarqué que le développement de Paul commençait à stagner. Son langage avait régressé, il n'arrivait plus à manger seul et il était incapable de se déplacer sans tomber. Et tout ça était dû à un médicament soi-disant inoffensif. Les médecins augmentent les doses du traitement, mais Paul fait de plus en plus de crises. Comme les 2 médicaments prescrits à l'enfant s'avèrent inefficaces, les médecins pensent qu'il s'agit d'une forme d'épilepsie incurable. Paul est désormais obligé de porter un casque pour éviter de se blesser en tombant. Partout où on allait, les gens regardaient Paul d'un œil méfiant. Ils se demandaient pourquoi il portait un casque et s'il souffrait d'une maladie contagieuse. On se sentait rejeté. Mais parfois, le hasard fait bien les choses. Un jour, les parents de Paul visionnent un film documentaire sur un enfant épileptique dont les crises avaient disparu depuis qu'il était soumis à la diète cétogène, un régime alimentaire à basse teneur en glucides. La mère de Paul se renseigne sur ce régime anti-épileptique et découvre qu'il est très controversé. Ce traitement alternatif s'avère contraignant et efficace sur un nombre limité de patients. À la Fielder Clinic, un hôpital situé près de Stuttgart, la mère du petit garçon suit une formation afin de se familiariser avec le traitement. Ce régime alimentaire personnalisé doit être respecté au gramme près. Chaque bénéficiaire est soumis à un suivi médical car la diète cétogène a un impact important sur le métabolisme. Cette diète consiste en une alimentation riche en matières grasses et faible en glucose. Les graisses se transforment en corps cétoniques qui passent dans le cerveau et remplacent les glucoses comme source d'énergie. Un taux élevé de corps cétonique dans le sang, appelé aussi cétose, peut réduire la fréquence des crises d'épilepsie. Nous avons constaté une amélioration dès la première semaine de traitement. Paul était nettement plus attentif et faisait moins de crises d'épilepsie. Il s'est même remis à parler. Il était à nouveau parmi nous. Et je me souviens très bien qu'au début de la 2e semaine, Paul et moi étions à l'hôpital et soudain, il m'a prise dans ses bras et m'a dit « Je t'aime, maman ». C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on était sur la voie de la guérison. Même si la diète cétogène ne s'avère efficace que dans certains cas, les parents de Paul tiennent à témoigner du parcours de leur fils afin de redonner espoir à d'autres familles. Ils ont ainsi créé une association sur Internet. Cela fait maintenant presque 2 ans que Paul n'a plus refait de crise d'épilepsie. La diète riche en matières grasses s'est avérée plus efficace que les médicaments. Tous les 3 mois, Paul doit se rendre à l'hôpital pour y subir un examen médical. Étant soumis à un régime particulier, son sang, son cœur, ses reins, son foie et sa vessie doivent être contrôlés régulièrement. Le garçon doit bien sûr aussi subir un électroencéphalogramme qui va mesurer son activité cérébrale. Quel est le verdict du médecin ? Lors de sa première visite à l'hôpital, Paul était très malade. Mais lorsqu'au bout de 2 ans, un enfant épileptique ne fait plus aucune crise, que son état est stable et qu'il se développe bien, on peut commencer à réduire progressivement son régime. On procède pas à pas comme si on diminuait les doses d'un traitement médicamenteux. Et lorsqu'on constate que l'état de l'enfant est stable, il peut reprendre une alimentation normale. Les résultats des analyses de Paul sont bons. Le jeune garçon a pu recommencer à se nourrir normalement, comme ses petits camarades. Il peut enfin espérer mener une vie normale. C'est aussi le cas de la plupart des enfants épileptiques qui ont suivi ce régime.
La diète cétogène n'est peut-être pas un remède miracle, mais au moins elle a fonctionné sur Paul. Oui, et les médecins continuent à chercher d'autres alternatives pour tenter de combattre cette maladie chronique. Son mécanisme reste encore un mystère pour la science, mais grâce à Paula, nous avons pu mettre un visage sur cette maladie aujourd'hui. Merci pour ton aide. Merci à vous. C'est nous qui te remercions. Car même si les médecins et les chercheurs sont d'une grande aide, le soutien de personnes touchées par la maladie et qui n'ont pas peur d'en parler ouvertement est également précieux. Au revoir Paola, et plein de plaisir avec ton petit colocataire. Merci à toi, au revoir. Salut à tous. À la prochaine et restez curieux. À la prochaine.